Oh, c'est arrivé la quinzaine un peu par hasard, je m'explique. D'abord, il faut remonter à la création de la SRF, la Société des réalisateurs de films. En 68, il y a en février-mars l'affaire Henri Langlois. Il est mis à la porte parce que les comptes de la Cinémathèque sont sont mal tenus, etc. Bref, Langlois est mis à la porte et les metteurs en scène français, pour la première fois, se rebellent et prennent la défense d'Henri Langlois. Vous vous souvenez d'une manifestation au Trocadéro où les metteurs en scène avaient défilé contre le régime qui venait mettre à la porte Henri Langlois. Tous les jours, dans le combat, Henri Chapier avait une tribune et des réalisateurs, Chabrol, Godard, Truffaut, prenaient la défense d'Henri Langlois. Finalement, Langlois a été remis dans ses fonctions, mais sans subvention de l'État. Très bien. Moyennant quoi, quelque temps après, c'est le mouvement du 22 mars à Nanterre, et c'est mai 68. Et d'un seul coup, tout le monde se met en grève et les metteurs en scène vont à Cannes et arrêtent le festival de Cannes en se pendant au rideau. Là-dessus, grande discussion et se créent les états généraux du cinéma à Suresnes, où les metteurs en scène commencent à vouloir changer les réglementations du cinéma, du festival de Cannes, etc., etc. Début du mois de juin, on rétablit les pompes à essence et les Français qui s'étaient révoltés et qui avaient fait tout ça voulaient bien continuer à faire la révolution ou se révolter, mais enfin pas pendant les vacances, quand même pas déconner. Bref, tout est rentré dans l'ordre. Si bien que tout ce à quoi avaient rêvé les metteurs en scène s'est retrouvé ne pas avoir lieu. Ni la réforme du cinéma, ni la réforme du Festival de Cannes, etc. Et du coup, Jacques Daniel Valcroze, qui avait créé déjà les Cahiers du cinéma autrefois, en 1951, s'est dit, mais on ne va pas laisser ça comme ça. Donc il a créé en septembre 68 la Société des réalisateurs de films, SRF. L'idée étant, puisque tout rentre dans l'ordre, on va créer un mouvement des metteurs en scène qui soit le pendant des syndicats de producteurs, de distributeurs et d'exploitants. Il n'y avait qu'eux qui étaient les interlocuteurs du CNC. Il faut une quatrième société, qui ne serait pas un syndicat, mais qui fasse entendre la voix des créateurs. Et à ce moment-là, nous avons décidé qu'il fallait changer le Festival de Cannes, les metteurs en scène. Car à l'époque, au Festival de Cannes, c'était les pays qui désignaient les films. Donc il y avait un choix très académique. Bon. Et par exemple, dans le cinéma français, c'était quasiment la chambre syndicale des producteurs qui décidait. Donc Doniol a décidé d'envoyer un missi dominici discuter avec le président du Festival de Cannes à l'époque, qui était Robert Fabre-Lebret. Et on a choisi Albicocco parce qu'Albicocco était cannois. Albicocco est allé voir Fabre-Lebret, il lui a dit voilà, il faudrait que ce soit le festival qui choisisse les films. Et l'autre, il disait oui à tout, jusqu'au moment où il organisait un déjeuner avec Edmond Tenucci. Et là, Tenucci, qui était en fait le parrain du cinéma, c'est comme ça qu'on l'appelait, a écouté Albicocco, puis à la fin, lui a dit écoutez, Albicocco, vous m'embêtez, vous êtes metteur en scène, mais de quoi vous voulez? Allez, je produis votre prochain film. L'autre s'est levé comme pas permis, fou de rage, en disant si c'est comme ça, on fera un festival. Pendant le festival, à Cannes. Il est revenu à la SRF et il a annoncé ça au conseil d'administration en disant j'ai annoncé qu'on allait créer un festival à Cannes. Les metteurs en scène se sont réunis en conseil d'administration et ils ont voté. Et ils ont dit non. Parce qu'ils ont dit on est metteurs en scène, nous on ne sait pas faire des festivals, c'est pas notre métier, on ne sait pas le faire. Seuls quelques-uns étaient pour. Enrico, Pierre Cast et Doniol Valcroze. Et Doniol a dit bon, bah, il arrive un moment que le peuple se trompe aussi, après tout. Hein. Albicocco, il a une bonne idée. Pierre-Henri, vous êtes déjà allé à Cannes, moi j'avais jamais mis les pieds. Je dis oui, bien sûr, je connais bien. Bon. Eh bien, vous savez comment faire, ben, vous allez faire ça. Et c'est lui qui a choisi le titre, Quinzaine des réalisateurs, parce qu'il disait il faut un titre aussi stupide que Société des apiculteurs du Var. Moi, quand j'ai créé les Cahiers du cinéma, ça avait le format de cahier, et on parlait de cinéma, donc Cahiers du cinéma. Eh bien, nous sommes Quinzaine des réalisateurs, parce que le festival dure 15 jours, et nous sommes réalisateurs, Quinzaine des réalisateurs. Finalement, il a imposé le fait qu'on ferait une manifestation à Cannes pendant, et on a choisi le conseil d'administration. Doniol était un fin diplomate, a retourné le conseil d'administration, donc ils ont accepté. Et ils ont décidé de prendre un titre révolutionnaire. Là, on a appelé ça Cinéma en liberté.
Et Doniol a dit, mais c'est stupide, appelons ça Quinzaine des réalisateurs. Non, cinéma en liberté. Donc la première affiche, c'est en grand cinéma en liberté, et sur le mot oui de liberté, Doniol, pour se foutre d'eux, avait dessiné un petit bonnet phrygien. Mais naturellement, tout le monde a retenu Quinzaine des réalisateurs, qui était le sous-titre. Et ça s'est appelé définitivement Quinzaine des réalisateurs. Donc c'est né comme ça, comme par hasard. Et moi, je me suis retrouvé à la tête de ça avec trois assistants, dont un garçon qui avait 17 ans et demi et qui avait jamais rien fait, mais qui était d'une intelligence remarquable, qui aura quand même le prix de Luc, le César du meilleur film et l'Oscar Hollywood. C'est Richard Dimbaud avec La Diagonale du Fou. Bon. Il y avait Jean-Jacques Chacmadès et la secrétaire d'Albicoco, Chantal Nicole. Et on a fait la quinzaine presque par hasard, en pensant que ça ne durait qu'un an. Donc la quinzaine est née au fond de cette volonté de changer le Festival de Cannes, et faute d'y parvenir, de faire quelque chose pendant. Et moi, j'ai utilisé à ce moment-là la même méthode que les metteurs en scène avaient fait pour sauver Langlois. J'ai appelé les metteurs en scène de tous les pays du monde. On avait les adresses en disant « Vous n'avez pas vu des films intéressants dans votre pays, vous ne pouvez pas nous conseiller ?» D'où Schlöndorff m'a tout de suite aidé pour le cinéma allemand, et mes amis m'ont aidé en Italie pour le cinéma italien, etc., etc. Et nous sommes descendus à Cannes, il n'y avait pas de catalogue. Je ne savais même pas qu'il y avait des casiers de presse pour les journalistes, puisque je n'étais jamais allé à Cannes. Et les deux premiers films que j'avais retenus, qui devaient passer à 10h et à midi, le matin du lendemain de l'ouverture du Festival de Cannes, étaient bloqués. Mais je ne savais pas où. Je découvrirai après qu'ils étaient bloqués en douane à l'aéroport de Nice, parce que je ne savais pas qu'il fallait les dédouaner. Sauf que la veille, j'ai vu arriver un jeune garçon qui me dit « Voilà, je suis le secrétaire de Alero Carpentier, l'ambassadeur de Cuba à Paris. Le régime vient de faire ses deux premiers films. Alors je vous les confie. » Et le type est arrivé avec 2 copies de films. Et je lui avais dit « Mais on ne peut pas les passer, parce que la grille est faite et demain, ça commence demain. » Sauf que le lendemain matin, il n'y avait pas les films. Donc j'ai pris les 2 films et je les ai passés, partant du principe que si c'était Alero Carpentier qui les avait conseillés, ça ne devait pas forcément être mauvais. Et donc j'ai eu 2 chefs-d'œuvre, les 2 grands films du cinéma cubain, Lucia et La première charge à la machette. Évidemment, j'ai dit, en annonçant à la salle, il y a un changement de programme, vous allez voir pour la première fois 2 films cubains admirables. Et Doniol Valcroze m'a dit, vous aviez préparé ce coup d'État pour surprendre les journalistes? Je lui ai dit, oui, bien sûr. J'ai mis 1 an à lui avouer la vérité. Bon. Et donc, les 2 films étaient formidables, sont devenus des classiques d'ailleurs. Et donc, ça a commencé comme ça, par effraction, la quinzaine. Et la première édition, moi, j'avais mis des films qui avaient déjà 2-3 ans, qui avaient été faits 2-3 ans avant, parce que c'était l'explosion du cinéma novo. Donc, je suis allé chercher des films de Nelson Pereira dos Santos, Luis Carlos Barreto, etc., etc. C'est pour ça qu'il y en avait presque une 60aine la première année, 5 séances par jour. Et la dernière séance était à minuit dans un cinéma qui s'appelle l'Olympia. Et c'était plein. Alors, au début, on avait décidé que c'était gratuit. Bon, c'était une mauvaise idée parce que les gens rentraient et sortaient. Après, on a décidé que c'était un peu payant. Mais très vite, on a été totalement dépassé par le succès de la première année. Et notamment, la presse anglaise s'est mise à courir voir les films de la quinzaine. Et là, elle a commencé à en parler. Mais pas les Français. Et puis, en plus, on n'était pas très bien vus parce qu'il y avait avant nous la Semaine de la critique, qui était plus ancienne et qui présentait 7 premiers ou deuxièmes films et qui était dirigée à l'époque par Louis-Marc Aurel. Alors les critiques me regardaient de très haut en disant « C'est quoi ce jeune qui met des films ?» Et moi, je m'étais dit d'abord, tout de suite, il faut aller dans les endroits où le Festival de Cannes ne va pas. Bon. Puisque la majorité de la compétition, c'était des films français, anglais, américains et italiens. Quand il y avait des films asiatiques, c'était le Japon. Mais la Chine, Taïwan, pas du tout. L'Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, pas du tout. Afrique, 0. Et Amérique du Sud, coup de temps en temps un Argentin, coup de temps en temps un Brésilien, quand les Brésiliens menaçaient de ne plus acheter des films français pour le Brésil. Bon. Et quelquefois mexicains. Mais naturellement, le Chili, le Pérou, ça n'existait pas. Bon. Et donc moi, je suis allé voir dans ces endroits-là.
Et du Chili, j'ai ramené Raúl Ruiz, Elvio Soto, Charles Elcesser, Patricio Guzman. Et d'Afrique, j'ai ramené Sam Ben Ousmane, Djibril Diop Mambéty. C'est des gens, ou du Burkina Faso, Gaston Caboret, par exemple, qui sont Badou Bireuil, c'est un chef-d'œuvre sénégalais. Et donc, à partir de ça, l'année d'après, j'ai compris comment il fallait fonctionner. Donc, moi, je prenais un billet d'avion pour aller dans un pays. Et puis après, je disais, vous voulez pas voir, je peux pas voir des films. Bon. Je me souviens, par exemple, moi, je voulais aller voir Borobudur parce que j'avais lu des trucs sur ce temple en Indonésie. Je suis allé voir Borobudur, mais après, j'ai demandé à voir s'il n'y avait pas des films. Et j'ai ramené quand même aux Philippines. Après, j'ai ramené Lino Branca. Mais tout ça, ça a été une suite de hasards où j'ai utilisé beaucoup les metteurs en scène. Parce que si même les réalisateurs, par définition, se jalousent les uns les autres et s'admirent, mais imaginez, quand un grand peintre vous dit « celui-là, c'est génial », forcément que c'est pas nul. Moi, j'ai écouté les grands metteurs en scène et je les entendais parler entre eux, et en fonction de ce que disaient, je me dis « c'est ça que je dois aller chercher ». C'est comme ça que j'ai fait. Par exemple, c'est pas moi qui ai découvert George Lucas. Bon, son premier film, THX 1138, c'est de Werner Herzog qui était chez Francis Ford Coppola et qui a vu 40 minutes de montage du film. Et il m'a appelé en me disant « Pierre-Henri, vous devriez demander à voir la copie ». Et j'ai demandé à voir la copie. Et j'ai trouvé ça formidable, donc j'ai pris le film, qui a eu du succès. Et donc il est sorti grâce à ça. Mais j'ai jamais rencontré George Lucas. Et bon, on a essayé de le joindre, et pas du tout. On n'avait pas de réponse, rien du tout. Et quelques années plus tard, pour les 25 ans de la quinzaine, on fera un livre de souvenirs des réalisateurs qui étaient venus à la quinzaine. Et on avait fait un mailing à tous les metteurs en scène qui avaient des films, inclus à Lucas. Et j'ai reçu une lettre de Lucas me disant, voilà, je suis descendu à Cannes, j'avais cassé ma tirelire, je suis venu avec ma femme, car la Warner ne voulait pas me payer le billet d'avion, mais j'ai jamais trouvé, j'avais pas d'accréditation, j'ai jamais trouvé les bureaux de la quinzaine, et finalement, parce que j'ai vu une petite annonce, j'ai trouvé la salle où passait le film, mais je pouvais pas rentrer, je suis rentré subrepticement, j'ai assisté à la projection, et j'ai vu comment il était accueilli, ça m'a fait plaisir, et puis il est reparti. On l'a jamais vu. C'est quand même extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc la quinzaine était quelque chose de très improvisé, il faut dire les choses comme elles sont. Comme je considérais que c'était, au fond, comme ma galerie de peinture, il fallait chaque année que je fasse une exposition, je ne vois pas pourquoi j'aurais pris une commission. Par contre, je tenais compte du fait qu'on me signalait les films. Par exemple, Elvio Soto, Caliche Sangriento, un film chilien, c'est Pierre Casse qui l'avait vu au Chili. Et il m'a téléphoné pour me dire, il faut voir le film. J'ai vu le film, comme THX pour Werner Herzog, et je les ai pris. Mais du comité de sélection, non, il n'y en avait pas. N'importe comment, j'envoyais trop pour qu'un comité puisse le voir. Puis je le voyais dans différentes villes, car il ne fallait pas attendre à Paris qu'on les envoie. C'était des copies 35, ça coûtait cher, l'aller-retour. Donc il fallait mieux se déplacer. Et donc petit à petit, j'avais des projections. J'arrivais à New York et j'avais une semaine de sélection de films dans une salle. Et puis les gouvernements ont commencé à s'organiser. Par exemple, les Québécois. La quinzaine a été pour beaucoup dans la reconnaissance du cinéma québécois. J'étais le premier à montrer effectivement des films de Jean-Pierre Lefebvre, de Jacques Godbout, de Gilles Groux, de Gilles Carle, de Pierre Perrault. Et par exemple, ça ne m'a pas gêné une année de mettre 3 longs métrages de Jean-Pierre Lefebvre la même année, la même quinzaine. Et quand je ne prenais pas les films, je disais tout simplement, je les aime pas assez, alors je ne peux pas les défendre. Et puis je ne suis pas le seul festival, allez donc ailleurs. Mais moi j'avais besoin d'aimer les films pour pouvoir en parler et les défendre. Et c'est vrai qu'en même temps, sans m'en apercevoir, c'est construit une politique d'auteur, parce qu'il y a des réalisateurs qui ont eu plusieurs films. Herzog, il en a eu 5 à la quinzaine. Nagisa Oshima, 5. Alors quand l'Empire des Sens, mais ce n'est pas pour des raisons cinématographiques, est devenu un énorme succès. Mais avant, il avait déjà eu Le voleur de Shinjuku, Il est mort après la guerre, La cérémonie, qui est un chef-d'œuvre, qui étaient des films à la quinzaine des réalisateurs avant. Bon.
Et simplement, ça n'a pas forcément marché. Quelquefois, ça prend du temps, hein. Et ça va continuer. Moi, j'ai continué à diriger la Quinzaine 30 ans. Bon, c'était la même chose. Les premiers films d'Haneke que j'ai montrés, il y en a eu 3 à la Quinzaine avant qu'ils ne soient en compétition. Eh ben, c'était mal reçu. Non, c'était mal reçu, mais en même temps, c'était pour ou contre. Ça ne laissait pas indifférent. Déjà avant, avec Chantal Akerman, c'était ça. Il y avait 20% qui défendaient Becs et ongles, le film de Chantal, Jeanne Dillman, par exemple, et les autres qui démolissaient le film. Mais c'était pas grave. Ça ne laissait pas indifférent. Et finalement, c'est les 20% qui ont fait exister le film et l'emportent. Et à la Quinzaine, c'était tout ça. C'est vraiment ça. Avec un public qui était, comment dire, qui acceptait l'idée d'être surpris. Comme j'avais pris des films, personne d'autre que moi les avait vus, je rentrais souvent et sortais dans la salle. Je regardais plus la salle que le film pour voir si les gens allaient rire ou pleurer aux endroits où j'avais ri et pleuré. Et j'avais autant le trac finalement que les metteurs en scène. Et c'était ça qui m'excitait beaucoup. Et puis quand ça marchait, alors là, c'était le bonheur, quoi. Et la Quinzaine s'est fait quand même pour faire plaisir aux gens.